Et top! Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier 2022. Nous avons donc officiellement quitté l'année pourrie 2021. Enfin, je dis pourrie, pas pour Star Wars. 2021 a été très prolifique pour Star Wars, entre Bad Batch, Vision et encore tout récemment The Book of Boba Fett. Sauf que, mécaniquement, plus Disney sort du Star Wars, moins je vais recevoir Tron Uprising saison 2. Alors vous allez me dire, oui mais ça fait 10 ans que t'es en pleine crise d'amertume pour Tron Uprising saison 2. C'est vrai. Mais quand on constate que Tron et Star Wars sont des sagas qui sont plus étroitement liées qu'il n'y paraît, eh ben ça me donne du grain à moudre pour me plaindre. Alors c'est parti, installez-vous et bonne année. Pour ceux qui se sont un jour demandé quel était mon film préféré, la réponse est sous votre nez depuis bien longtemps. Sorti au cinéma en 1982, Tron de Steven Lisberger raconte l'histoire de Kevin Flynn, joué par Jeff Bridges, un programmeur avant-gardiste aspiré dans le monde de l'ordinateur par une de ses anciennes créations, le maître contrôle principal, qu'il va devoir affronter avec l'aide de Tron, joué par Bruce Boxleitner, dans le but de regagner sa liberté et son monde bien matériel. C'est un film qui a fait un petit flop à sa sortie avant de devenir un classique au fil des années. Et on en retient surtout que c'est le premier long métrage à avoir une scène entièrement en images de synthèse, même si 95% des effets du film ont été peints à la main. Mais ça mérite quand même d'être applaudi quand on sait qu'à l'époque, il était extrêmement rare qu'un PC ait une souris. Un sacré exploit quand je compare au mien qui se conduit comme une mule avec des équipements dernier cri. Tron n'est pas le meilleur film que j'ai eu le plaisir de regarder, ça reste Hot Fuzz d'Edgar Wright, mais derrière un scénario aux apparences simplistes se cachent plusieurs niveaux de lecture, et pour ça je vous réfère au cross de Karim Debache sur le sujet pour plus de précision. Et surtout, moi, j'ai été frappé par son identité visuelle unique, et qui pourtant continue d'inspirer bien des médias encore aujourd'hui. Du coup, pour le 30e anniversaire du film, Disney a relancé la machine et sorti en 2012 Tron l'héritage, réalisé par John Krasinski. Et on va pas s'étendre sur le film en lui-même, parce que je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet, et d'ailleurs elle est prévue depuis assez longtemps, mais un petit résumé rapide puisqu'il servira par la suite. Dans Tron l'héritage, Kevin Flynn se crée une grille secrète qu'il souhaite parfaite, et il en délègue le rôle d'architecte à son alter ego virtuel Clou. Mais le plan déraille lorsque le système informatique auto-génère des êtres d'un genre nouveau, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à Flynn, mais pas à Clou qui les juge incompatibles et les élimine. Ça, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante du film. Mais en termes de temps à l'écran, ça ne constitue qu'une minute, qui dans le reste de sa narration est encore plus simpliste que le premier et donc pas loin d'être désastreuse. Malgré tout, la précision de sa présentation en font presque un bon film, et ça aussi, c'est un sacré exploit. Que d'ailleurs j'ai plaisir à regarder de temps à autre. Tout ça pour dire que Tron l'héritage n'est pas le problème en soi, mais ce qu'il y a autour, puisqu'en parallèle de la sortie du film, Disney va sortir entre autres Tron Evolution, avec la promesse marketing que d'y jouer et donc de l'acheter permettra de mieux comprendre le film. La production de ce jeu constituera une série d'erreurs dont Disney n'apprendra strictement rien, ce qui va mener à la surexploitation de Star Wars telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et je parle d'erreurs à cause du désastre qu'ont été les films 7, 8 et 9, mais d'un point de vue marketing, le plan de départ est le bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, la première étape de ce plan, qui a fait beaucoup réagir dans le cas de Star Wars, est passée totalement inaperçue pour Tron, puisqu'il s'agissait de renier l'univers étendu déjà en place, afin de le remplacer par un nouveau, épuré et donc mieux contrôlé. Un plan plus facile à faire passer pour Tron, dont les histoires annexes n'étaient de loin pas aussi connues, ni même médiatisées. Ceci dit, malgré le fait qu'il soit de loin pas aussi fourni que celui de Star Wars, l'univers étendu de Tron a existé, sous la forme d'un jeu vidéo, Tron 2.0 sur PC et Xbox, qui fait office de suite au film original de 82, auquel s'ajoute une autre suite en jeu vidéo, Tron 2.0 Killer App sur Game Boy Advance, sur lequel s'ajoute encore une autre suite sous la forme d'une série de comics qui s'appelle tout simplement Tron, histoire de rendre le bousin bien confus. Alors on n'est pas là pour rentrer dans les détails de cet univers, mais puisque je mets le sujet sur la table, Tron 2.0 est un de ces jeux qui est passé sous les radars et qui a clairement été conçu avec beaucoup de passion.
Killer App est de qualité un peu moindre, mais il essaye de repousser les limites techniques de la Game Boy Advance, notamment avec une narration complète de Bruce Boxleitner en personne. C'était très rare de le voir sur Game Boy Advance à l'époque, et pour une raison très simple, et vous avez pu le constater, c'est que le résultat est pas top parce que ça en demande vraiment beaucoup de la part de la console. Quant aux comics, ils sont illisibles. Un mélange de Tron, Matrix et Alice au Pays des Merveilles dont s'inspirait déjà Matrix, c'est dire si le résultat est confus. On peut pas gagner tout le temps. Mais puisque l'univers étendu originel est désormais mis de côté, la deuxième étape du plan est de réintroduire son propre mythe, contrôlé et toujours avec cette promesse que consommer ce contenu améliorera la compréhension de l'œuvre originale pour inciter les fans à l'achat. Dans le cas de Tron, les marketeurs pensaient spécifiquement à Tron Evolution sur Xbox 360, PS3 et PSP. Et je fais la distinction parce qu'en parallèle sortaient Tron Evolution pour DS et Tron Battle Grids pour Wii, qui ont des systèmes de jeu et surtout une histoire différente, qui sont censés se compléter avec des personnages récurrents, mais ça reste complètement anecdotique, et dans le cas du jeu Wii, anachronique, donc eux aussi, on va les laisser de côté. Et maintenant qu'on les a dûment écartés, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans Tron Evolution ? Tron Evolution raconte l'histoire d'Anon, un personnage vaguement relié à un héros du film qui découvre la grille subitement infectée par un virus sorti de nulle part, explore l'univers à la recherche de la source des ennuis et va comme par magie recréer des scènes du film. Et quand il tombe sur le cœur du virus, il s'avère que c'était l'arbre qui cachait la forêt et que le véritable ennemi se révèle être bien plus dangereux. Et c'est à ce moment-là que la comparaison s'arrête, parce que pour des raisons de rattachement au film, c'est la fin assez abrupte de Tron Evolution, alors que Tron 2.0 a encore quelques niveaux devant lui. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Plutôt que de créer son contenu original, Disney a allègrement repompé ce qui existait déjà. Et là où c'est passé totalement inaperçu pour Tron, absolument tout le monde a remarqué dans le cas de Star Wars. Et ça, c'est l'exemple le plus moqueur. Mais bien entendu, ça s'arrête pas là. Où est votre maître? Dites-moi, où est le grand amiral Thrawn? Oh yeah. Les textes sacrés des Jedi. Oh yeah. J'avais jamais vu personne pratiquer le... Comment vous appelez ça? Le terrascasi. Oh non! Une petite précision que je veux faire à l'édition parce que j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Oui, j'entretiens le mélange des genres par facilité. Rebooter les films originaux, oui, c'est du recyclage, mais pas de l'ancien univers étendu, uniquement de la partie conservée par Disney. Ceci dit, la trilogie est emplie d'éléments apportés de ce que Disney appelle maintenant les légendes, c'est juste que c'est difficile de l'illustrer, parce qu'elles sont composées à 95% de livres, ces légendes. Un môme Skywalker qui devient Sith, Palpatine qui revient en clone, les Chevaliers de Ren qui font absolument rien toute la trilogie, Phasma qui est encore pire, ce sont plein d'éléments qui ont été posés là sans prendre la réflexion de savoir comment ces concepts ont bénéficié du traitement de fond que permettent l'accumulation de livres qui explorent tous ces personnages et ces situations. Je voudrais juste que vous le gardiez en tête pour la suite de cette présentation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'intéresser à la promesse marketing. Une fois Tron Evolution terminée, qu'est-ce qui change dans la compréhension de Tron l'héritage? Cette question a deux réponses possibles. Ouais, je sais, déjà ça fait pas beaucoup. Déjà, si on observe cette réplique... Alors que tout devenait obscur, j'ai senti quelqu'un. Une présence rassurante. Le « il » se réfère à Anon qui se sacrifie pour Korra à la fin du jeu, alors qu'avec le film seul, elle ne parle que de Flynn. Malheureusement, ça change strictement rien à quoi que ce soit au film. Par contre, si on s'intéresse à la caractérisation des personnages, on entre dans un truc intéressant. Observons Clou le méchant. Dans le film, il reçoit pour mission de créer le système parfait. Une tâche déjà balèze en soi, mais quand la grille génère d'elle-même des êtres d'un genre nouveau, Clou les éradique parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal d'ordre et de contrôle que Flynn associe au mot perfection. Mais plus important, le film ne détaille jamais comment il s'y prend, et surtout ouvre la voie à la réflexion en fin de film.
Et pour ceux qui iraient vérifier, oui, c'est amené à la fois de manière subtile et confuse, et c'est une des raisons pour lesquelles le scénario est mal foutu. Mais plus important, dans le jeu, on voit comment il s'y prend. Et il s'avère que le virus de la grille, c'est Clou qui l'a créé à partir d'un ISO torturé et l'a utilisé comme justification pour éradiquer tous les autres sous couvert de sécurité face au danger. Ce qui change fondamentalement sa caractérisation dans le film. Tu es Clou. Je suis Clou. Tu vas créer le système parfait. Je vais devenir le docteur Mengele. Cet immense manque de subtilité dévalue le personnage au lieu de le renforcer. Et Dieu sait que des erreurs comme ça, Disney en a fait plus d'une avec le nouvel univers étendu Star Wars. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate en mission à Alderaan. Vous avez parti lié avec les rebelles, vous avez trahi. Qu'on l'emmène. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate en mission à Alderaan. Mais connasse, j'étais là, j'ai tout vu, c'était il y a 5 minutes, j'ai massacré tous tes potes, tu me prends pour un con. D'ailleurs, avec le teaser de Kenobi, ils ne s'en cachent même plus. Ils vont affaiblir l'impact scénaristique du duel Vador-Obi-Wan de l'épisode 4, juste pour du fanservice. The most beautiful thing of all is that it's brought me back together with Hayden. We couldn't tell the story of Obi-Wan Kenobi without addressing Anakin or Vader. Have another swing at each other might be quite satisfying for everybody. Votre manque de foi me consterne. Ce qui nous amène à la troisième partie du plan. Espérer que les fans s'en foutent. Et ça, c'était difficile à jauger avec Tron Evolution, parce que c'est déjà une franchise de niche. Oserais-je dire que cette étape était validée d'office, puisque les fans s'en foutaient tellement qu'ils ont même pas acheté le jeu? Et surtout, à première vue, il n'y a pas de contradiction flagrante avec le film. Mais quand l'année d'après, Disney a débarqué avec Tron la Révolte et son design complètement anachronique sous prétexte qu'il était beaucoup plus cool, et que les fans ont validé, moi inclus, c'était le signal qui pouvait se permettre n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est vraiment le terme approprié. Le vent du fanservice a soufflé dans les voiles du bateau Disney depuis des années. Peu importe que multiplier les Jedi modifie fondamentalement les films originaux. Le garçon est notre dernier espoir. Non, il y en a un autre. Rameuter les personnages que les fans aiment, peu importe leur cohérence dans l'univers, maintient un engagement de la communauté qui se détourne du fait que tous ces films et toutes ces séries sont basés sur le même modèle, la même formule qui elle-même est basée sur les films Marvel, qui ne sont pas forcément en adéquation avec la saga Star Wars. Quoique c'est pas le même sujet, mais je vais quand même faire un petit aparté. Les films Marvel n'ont rien à faire dans cette accusation de recyclage d'univers étendu, puisqu'ils adaptent encore le matériel source. Mais leur propension à se cacher derrière la petite blague masque les faiblesses scénaristiques qui sont décelables tout au long du MCU, et qui sont exemplifiées par le personnage de Hulk, qui n'a absolument aucune présence scénaristique à part être un gros pion. Et les transitions du personnage entre Age of Ultron et Ragnarok, puis Infinity War et Endgame, auraient pu à elles seules tenir un film entier. Mais non, elles sont à peine remarquées, et même parfois complètement avouées. Pendant 18 mois dans le labo Gamma, j'ai mis le cerveau et les muscles ensemble. Et maintenant, regardez-moi. Je sais, j'ai changé. J'ai changé. Parce que les épreuves de la vie m'ont changé. Et ce problème a infusé les suites Star Wars qui vont diluer des moments importants avec des rires faciles et bon marché. Ici, Rey qui n'arrive pas à se contrôler, mais dont l'impact narratif est affaibli par la mise en scène. Alors je sais pas si le terme est 100% approprié, mais cette dilution humoristique, pour moi, ça sert à conserver l'attention des enfants dans des scènes sans action. Et c'est donc une forme cachée de fanservice, qui n'existait pas à notre époque. Imagine-t-on l'Empire contre-attaque édité comme ça ?
Fanservice qui masque donc le fait que le public consomme un produit médiocre. Et ça, Tron l'avait déjà montré. Parce que Tron Evolution, c'est avant tout une copie médiocre de Prince of Persia, une série de jeux connue pour ses combats brouillons et désorganisés, aux antipodes donc des films qui prennent le soin de bien mettre en scène des mouvements créatifs et précisément chorégraphiés. Le résultat, c'est qu'on aide mollement un personnage qu'on sait voué à mourir, tenir tête aux méchants du film et noyer le reste dans une action insensée. Dépêche-toi! Oui, j'ai voulu créer le système parfait, mais comme j'étais perpétuellement perché à la jamaïcaine, tu peux comprendre que la gravité c'était pas mon concept préféré. Et en définitive, c'est mon amour pour cet univers et ses personnages qui m'a motivé à franchir Tron Evolution. Mais si on en fait abstraction, tout s'écroule. Et quand on applique ça à Star Wars, vous savez où ça nous emmène. Faire un soft reboot de l'épisode 4 est un plan qui se défend. Et je peux continuer à argumenter que l'épisode 7 est plus subtil que ça, mais déjà c'est un autre sujet, et surtout vu la gueule des 8 et 9, est-ce que ça vaut encore le coup? Mais quand Rian Johnson et ses derniers Jedi a voulu casser les codes et renverser tout le plan de J.J. Abrams, tout s'est effondré sur lui-même, avec un épisode 9 encore pire qui essaie de recoller les morceaux du plan originel, exemplifié par 7 répliques qui mélangent recyclage, fanservice et l'espoir que les fans s'en soient foutus. Il semble que Palpatine soit de retour. Alors bien évidemment, sinon c'est pas drôle, je me suis encore fait avoir par la traduction, mais dans la version originale, la réplique c'est « Somehow Palpatine return », somehow se traduisant par « d'une manière qu'on ne peut pas expliquer ». Ce qui déjà est complètement teubé d'un point de vue scénaristique, et en particulier du point de vue de l'univers étendu, puisque le message de Palpatine a été diffusé dans toute la galaxie simultanément, me demandez pas comment, et ça on le sait parce que cet univers étendu, c'est Fortnite. Oui, je suis absolument sérieux. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. Et cette dernière partie n'a pas fonctionné, ce qui fait de ce moment la quintessence de l'échec des suites. Le fond du trou de toute la saga, et le plus accablant dans cette histoire, c'est que les films 7, 8 et 9 sont d'un point de vue technique à un bien meilleur niveau que les préquels. Mais c'est ces dernières qui vont rester dans les mémoires, alors que les rumeurs parlent déjà d'un désaveu des suites de la part de Disney. Alors entendons-nous bien, je ne considère pas ce qui vient après l'avènement de Skywalker comme faisant partie du plan, en tout cas pas du plan de départ. Après le désastre de l'épisode 9, Disney s'est retrouvé face à un immense défi qui a commencé avec The Mandalorian, et on a vu tout de suite un regain de créativité. Alors bien sûr, le recyclage et le fanservice y sont encore proéminents, ce qui en soi pose beaucoup de questions vis-à-vis de la continuité de l'univers, mais le style western était un risque que la saga se devait de prendre, et qui a payé. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans l'autre sens ? Et ça, c'est une question que je ferai exprès de laisser ouverte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la catastrophe artistique qu'a été la trilogie de Rey aurait pu être évitée si Disney avait su tirer les enseignements de Tron. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas ? À une époque où les univers étendus n'étaient pas encore implantés dans l'inconscient populaire, que les jeux vidéo étaient considérés comme une valeur artistique sans intérêt, plus le fait que Tron était et est encore une licence très mineure, l'échec du nouvel univers étendu Tron n'aura pas eu une chute assez bruyante pour que quelqu'un de haut placé chez Disney ne puisse l'entendre. Et c'est une erreur qui pourrait nous priver des films Star Wars, les films 10, 11 et 12 ayant déjà été prévus puis mis en suspens en haut lieu. Alors que les films, c'est quand même un peu la moelle de toute la saga. Et je reprécise qu'on parle bien du point de vue artistique, la saga Star Wars génère trop de pognon pour que le projet soit définitivement enterré. Et l'argent, c'est ce qui nous ramène directement à Tron, puisque Disney retente l'expérience avec un troisième film, dont la qualité sera, je l'espère, au même niveau que Tron la Révolte, qui aura été annulé au bout d'une saison malgré avoir rempli les mêmes objectifs que le Mandalorian. Ce qui n'est pas bon signe, puisque ça suggère que Star Wars n'a uniquement survécu que parce que c'est une franchise trop grosse pour échouer. Elle a survécu au préquel pour retomber encore plus profond avec les suites. N'importe quelle autre franchise aurait été laissée pour compte, et c'est pas rassurant pour 33. Affaire à suivre. Et vous, pensez-vous que le désastre des suites Star Wars aurait pu être évité ? Si oui, comment ?
Est-ce que vous pensez que le MCU est en danger de tomber dans le même trou un jour ? Pensez-vous que la comparaison que je vous ai proposée ne tient pas la route? Qui sait? Laissez vos réflexions en commentaire et si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne et Dieu sait que c'est mon objectif parce que je me lance dans des idées toujours plus ambitieuses et ça m'emmerderait de vous laisser de côté. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui auraient du mal à se les procurer, je suis désormais sur Twitch et on va décortiquer Tron 2.0 puis Killer App. Les liens sont dans la description. Au plaisir de vous y voir.